Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. La campagne présidentielle en Mauritanie a pris fin ce vendredi, sonnant ainsi le début du silence électoral pour les candidats en lice en prélude du scrutin de demain, 29 juin. Nairobi tente de retrouver une vie normale après la manifestation meurtrière de mardi. On nettoie les rues, on essaie d'effacer les séquelles des violences entre manifestants et forces de l'ordre. Sauver la mangrove nigériane est la mission que se sont donnés les habitants du Bondou dans l'état du Rivers. On verra cela en fin d'édition. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a entamé jeudi après-midi une visite officielle à Varsovie, capitale de la République de Pologne, a indiqué un communiqué du ministère. Cette visite vient concrétiser la volonté commune des deux parties à renforcer les relations historiques liant l'Algérie et la Pologne dans ses différents volets et dimensions et à intensifier le dialogue politique sur les questions qui s'inscrivent au cours de la préoccupation et des priorités des deux pays au double plan régional et international, a précisé le communiqué. Je ne peux que saluer le saut qualitatif réalisé récemment dans les échanges commerciaux entre nos deux pays, tout en notant la dynamique positive constatée dans les échanges et interactions entre les opérateurs économiques algériens et polonais. Un mouvement qui se manifeste clairement à travers l'activation du Conseil d'affaires algéro-polonais en mai dernier et à travers des visites mutuelles entre hommes d'affaires des deux côtés, ainsi qu'à travers l'organisation de 3 forums économiques conjoints au cours de la période 2023-2024. De leur côté, les gouvernements de nos deux pays continueront à accompagner et de soutenir ces efforts et d'œuvrer pour assurer les conditions et les éléments de réussite de ce partenariat prometteur. Nous avons convenu aujourd'hui de programmer la première session du comité intergouvernemental algéro-polonais de coopération économique, commerciale, scientifique et technique créé conformément à l'accord signé en 2017. C'est une journée de silence électoral à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en Mauritanie. Et dès demain, les quelques 2 millions d'électeurs s'apprêtent à élire le président du pays pour les 5 ans à venir. 7 candidats sont en lice, comme vous le savez, donc le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. La campagne présidentielle s'est achevée dans la nuit de jeudi à vendredi. Les candidats ont tenu leur dernier meeting. Le gouvernement mauritanien a mis en place un observatoire national chargé de surveiller l'élection avec quelques 600 observateurs déployés sur l'ensemble du territoire mauritanien. De son côté, l'Union africaine en a dépêché 27. Notre objectif est de bâtir une unité nationale forte et réelle dans laquelle toutes les composantes de la société vont jouir de la même considération et des mêmes droits. Nous voulons une société citoyenne égalitaire, débarrassée de l'esclavage, sans arrogance, sans racisme ni disparité. Nous voulons réparer toutes les injustices, penser toutes les plaies du passé dans ce que l'on appelle communément le passif humanitaire. Population de Nouadhibou, vous avez démontré au système en place depuis 46 ans, système de pillage des richesses du peuple, de sa trahison de division, de perpétuation de l'esclavage, du racisme. Vous lui avez montré qu'il est un système révolu. Et pour faire le point sur les enjeux de cette élection, je vous propose de revenir sur l'analyse de Maria Traoré, journaliste mauritanienne invitée de l'échiquier international sur Al 24 News. On l'écoute.
L'enjeu international, c'est surtout celui du programme du président Mohamed Cheikh Ghazouani qui prône la paix, la stabilité. On sait comment c'est important dans cette région un peu perturbée, surtout le Sahel. Donc, autre grand enjeu, c'est la jeunesse. On sait que Oui. la population mauritanienne avec plus de 4 500 000 d'habitants. 78% de la population mauritanienne a moins de 35 ans. 78% sont moins de 35 ans, donc la jeunesse est un grand enjeu, d'où plusieurs points. Il y a le problème de la migration qui se pose, de l'emploi, parce que plus de 24% des moins de 25 ans sont au chômage, donc aussi il y a l'enjeu de l'emploi. Économique, l'enjeu économique, oui. Et il y a aussi le souci de la préservation de l'unité nationale, surtout avec l'institutionnalisation des langues nationales. Oui. Donc ça aussi, ce sont des enjeux très importants dans ces élections présidentielles. Et quelques jours après une manifestation meurtrière à Nairobi, la capitale du Kenya, les rues ont retrouvé un semblant de normalité. Celles-ci ont été déclenchées par un projet de loi de finances controversé de 2024. Dans le texte, le gouvernement du président William Ruto souhaitait lever 2,7 milliards de dollars d'impôts supplémentaires pour réduire le déficit budgétaire et les emprunts de la dette publique du Kenya qui s'élève à 68% du PIB, soit plus de 55% du PIB recommandé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le président de l'Angola, João Lourenço, a déclaré à l'occasion d'une visite officielle en Côte d'Ivoire que les négociations sont en cours pour organiser très prochainement une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ces deux homologues rwandais et congolais, afin de parvenir à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'occasion de cette visite à Abidjan, l'Angola et la Côte d'Ivoire ont par ailleurs signé une quinzaine d'accords bilatéraux. Nous sommes en train de négocier au niveau ministériel dans la perspective de pouvoir très prochainement réunir les deux chefs d'État de la RDC et du Rwanda pour un échange direct sur le besoin inaliénable de parvenir à la paix définitive. La présidence sud-africaine a annoncé ce vendredi que l'ouverture du Parlement aura lieu le 18 juillet, date à laquelle le président présentera les orientations de son gouvernement d'unité nationale relevé mi-juin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa devrait par ailleurs annoncer la composition de ce gouvernement avant l'ouverture du Parlement. Je vous en parlais, en titre. Au bord de la rivière, dans le delta du Niger, les habitants s'efforcent de sauver l'une des écosystèmes endommagés par l'activité humaine, le réchauffement climatique. Ils se sont donnés pour mission de redonner vie à leurs mangroves. C'est un reportage signé Imen Merad. Menacées depuis plusieurs décennies, les mangroves nigérianes trouveraient-elles enfin leur sauveur ? Il y a quelques mois, un projet de restauration de ces écosystèmes a été lancé. Au bord de la rivière qui traverse Bandou, une banlieue de la ville de Port Harcourt dans l'état de Rivers, au sud du Nigeria, une dizaine de riverains munis de bottes en caoutchouc plantent leurs pelles dans la boue et déposent soigneusement des boutures d'arbres. Nous allons redonner vie à nos mangroves. Sans eux, l'eau de crue pénètre dans nos maisons, surtout lorsque la marée est haute. L'eau recouvrerait nos maisons. Les mangroves maîtrisent donc la tempête, empêchent l'eau de pénétrer dans nos maisons et contribuent également à nos activités de pêche et à bien d'autres choses encore. Cependant, les mangroves du Nigeria sont confrontées à de multiples dangers liés principalement aux activités humaines et leur superficie diminue au fil du temps. L'exploitation forestière illégale n'est pas en reste, notamment pour le bois de chauffage, l'expansion urbaine, mais aussi la présence des palmiers nipa, une essence envahissante qui empêche les arbres de mangrove de pousser. Ces palmiers servent à la confection des toitures de maisons, mais ne permettent pas aux poissons et aux coquillages de trouver refuge, contrairement aux racines ligneuses des mangroves. Les palmiers nipa sont partout. Je plante des mangroves pour que les poissons reviennent.
so that the fish will still come back for us. En début d'année, le ministre de l'Environnement nigérian avait assuré travailler avec l'État de Rivers pour protéger les mangroves et atténuer les effets du réchauffement climatique. 4 ans plus tôt, le gouvernement avait annoncé sa volonté de lancer un plan national de restauration des mangroves. La 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, organisée par l'Union des radios et télévisions arabes, se poursuit à Tunis où il a élu demeure. Et à cette occasion, la Palestine est à l'honneur. La politique du 2 poids, 2 mesures des médias occidentaux quant au génocide que subit actuellement la bande de Gaza a notamment été dénoncée. C'est un sujet signé Kherdem Patache. La Palestine est une voix que nul ne peut taire, mais qui a pour autant besoin d'être portée haut et fort par les médias arabes face à la propagande du camp d'en face, appuyée par des moyens financiers et matériels illimités. Au 24e Festival arabe de la radio et de la télévision, à Tunis, l'audiovisuel arabe s'empare de la question dans toutes ses dimensions. Car en plus d'un génocide sans égal et sans précédent dans l'histoire de l'humanité, une guerre médiatique acharnée, injuste est menée contre la Palestine et Gaza en vue de dévoyer le sens du combat de son peuple et la noblesse de sa cause. Grâce à ce boom médiatique, la cause palestinienne est en tête de l'actualité et elle a pu profiter de cela. Il faut le dire, et ce malgré l'ampleur de la catastrophe et de ce qui est arrivé aux Palestiniens. La bataille n'est plus que militaire, mais c'est aussi une bataille de l'information. Au 24e Festival de l'ASBU, l'accent est mis sur la coopération et le travail commun au niveau de l'audiovisuel arabe pour une action ciblée et efficace qui garantisse à la Palestine son droit à l'information partiale et non biaisée. Je demande à ce que notre discours, juste dans sa manière d'aborder la question, nous avons besoin de relayer notre cause avec clarté. Nous ne pouvons pas, par exemple, laisser dire que 1200 personnes sont mortes le 7 octobre et occulter tout ce qui s'est passé avant. Le mouvement de la normalisation a dynamité la position arabe, si tant est qu'il existe une position arabe unifiée, et a fait beaucoup de mal à la cause palestinienne, d'où l'opération déluge d'Al-Aqsa qui a remis les pendules à l'heure. À Gaza, le prix de la vérité coûte cher. Face à l'acharnement de l'occupation sioniste contre toute forme de vie, le journalisme en faveur de la cause palestinienne a déjà payé un lourd tribut de près de 150 professionnels de l'information tués par la bête immonde pour avoir osé lever le voile du mensonge sur un génocide. Madame, Monsieur, voilà pour ce qui est de l'actualité de ce vendredi 28 juin. Retrouvez pour le 19 Info Abdelkader Idrieff. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour l'échiquier international et à tout à l'heure.